Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, peur sur la ville de Bamenda, des séparatistes sur une moto ont ouvert le feu sur des policiers en faction en plein centre-ville de Bamenda ce matin. Une attaque qui a causé le décès d'un policier. Une chasse à l'homme s'en est suivie avec échange de coups de feu entre séparatistes et forces de l'ordre. Par ailleurs, d'autres échanges de tirs entre groupes armés et forces de sécurité ont suscité de grosses frayeurs dans certains quartiers de la ville de Bamenda. Vous le voyez en image, des commerçants apeurés ont déserté leurs boutiques. Certains habitants, terrés chez eux, ont filmé des scènes de guerre dans les rues de Bamenda. Exactions et tueries dans les régions en crise. Le Centre africain pour la promotion des droits humains et la démocratie accuse les séparatistes et les militaires de graves dérives sur des civils. L'ONG camerounaise, coordonnée par l'avocat Félix Agbor Mbala, l'a fait savoir dans un communiqué rendu public hier. L'économie, c'est avec Jean Pochouniat. Dans le nouveau rapport de Center for Human Rights and Democracy in Africa, l'ONG camerounaise dénonce d'innombrables dérives, exactions, abus graves des séparatistes et militaires sur les populations civiles dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest. Assassinats, meurtres, exécutions sommaires et extrajudiciaires, kidnapping avec exigence de rançon, détention arbitraire, torture et exactions de toutes sortes perpétrées par des Amba Boys et les militaires durant les 4 derniers mois de mai à août 2020, révèle le rapport du CHRDA. L'ONG de l'avocat Félix Agbor Congo cite en illustration des gaffes des deux belligérants sur des civils non armés. Dans cette partie du pays en guerre, les séparatistes menacent, kidnappent, violent et tuent les populations civiles. En mémoire, la décapitation de Comfort Thomas Amuyuka, l'enrôlement des enfants soldats dans le conflit armé ou encore la destruction des infrastructures. Côté forces de défense et de sécurité, les plaintes de Center for Human Rights and Democracy sont à n'en plus finir. L'on cite en vrac des opérations militaires qui ont ôté la vie à des dizaines de civils, incendié des centaines de maisons, interpellé des innocents, incarcérés et torturés à mort à Maoutou, Mbangem, Tiko, Kumba, Opa Bondouma dans le sud-ouest, Bello, Ananja, la fusillade de Bali Market, Woum dans la région du nord-ouest, relate ce rapport publié dans la journée du 31 août 2020. Déjà dans un communiqué de presse du 13 août 2020, le coordonnateur du CHRDA, Maître Agbor Congo, appelait les séparatistes et les forces gouvernementales à mettre fin aux tueries, pillages, tortures, intimidations et détentions arbitraires dans les deux régions du Cameroun anglophone. Arriver au point amélioré, nous devons reconnaître que l'expérience camerounaise a beaucoup de success stories qu'il faudrait faire connaître au monde. C'est ce que je dis. Parce que vous savez très bien, avant même l'arrivée du premier cas au Cameroun, le président de la République avait déjà pris des mesures pour prévenir une éventuelle importation du virus au Cameroun. Et donc, cette coordination forte de la plus haute autorité du Cameroun est quelque chose qu'il faudra saluer. Nous avons entre autres la prise en charge des cas, les laboratoires, parce que nous en avons 15 sur l'ensemble du territoire. À côté de nous, il y a des pays qui n'ont pas un seul laboratoire. Et puis, il y a quelque chose dont on n'en parle pas assez, c'est la prise en charge psychologique. C'est une expérience, j'allais dire... par le corps médical. Oui, par le corps médical et par les assistants sociaux, parce qu'en réalité, l'assistant social, je vais dire en réalité, parce que c'est un corps de métier. Hein. Et donc ça, on a mis en avant dès les premières heures, et ça, c'est ce qu'on ne dit pas assez. Maintenant, il y a des faiblesses, effectivement, des points à corriger. D'abord, la production scientifique. Nous avons fait beaucoup de choses. Elle n'est pas de qualité ou elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Nous avons aussi le pan de la sensibilisation et de l'engagement communautaire que nous devons doper parce que nous constatons qu'il y a un relâchement en ce moment. Du respect des mesures barrières. Des mesures barrières, le port systématique des masques. Et donc nous voulons aller vers les communautés, surtout les leaders religieux, les leaders traditionnels, les leaders d'opinion et politique, pour leur dire de sensibiliser davantage, de trouver le mot juste
pour convaincre les populations et les amener vers le respect des mesures de santé publique. Et donc, voilà un peu quelques points qui nécessitent, qui méritent d'être dopés avant que nous ne puissions nous acheminer véritablement vers l'aplatissement de la courbe. Juro exercer leal, conscienciosamente. C'est l'aboutissement d'un processus amorcé en 2015 sous l'impulsion du président Ali Bongo Ondimba en sa qualité de président en exercice de la CEAC. L'acte d'engagement solennel de chacun des 7 membres de la commission se joue au parachève la réforme institutionnelle de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je jure d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Cette prestation de serment consacre la mise en place de la commission de la CEAC. Désigné le 30 juillet dernier, Gilberto da Piedad Verissimo, le nouveau président de la commission, et l'ensemble des membres ont désormais la charge de conduire l'action de l'institution pour 5 ans. Mesdames et messieurs les membres de la commission de la CEAC, l'heure est désormais à l'action. Je vous renouvelle mes vives et chaleureuses félicitations et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions pour relever les défis d'intégration et de développement de notre communauté. Avec l'appui total de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la CEAC et ses 11 États membres mieux armés institutionnellement s'engagent pleinement pour mieux affronter les défis à venir. Kaourou, on a appris il y a quelques instants qu'un civil a été tué par des soldats français de la force Barkhane. On dénombre également 2 blessés dans cet incident. Que s'est-il passé exactement, Kaourou? Alors l'accident, il est survenu à une 50aine de kilomètres de la ville de Gao, au nord-est du Mali. Un bus de la compagnie Nour Transport, en provenance de Bamako, circulait avec plus d'une 30aine de personnes à son bord. Dans la matinée, le bus fait l'objet de sommations d'un convoi de la force Barkhane, d'abord verbal, gestuel, puis des tirs, au motif que le bus roulait à vive allure et dans un contexte où la menace de véhicules suicides est élevée, selon un communiqué de l'état-major français. Selon des images que j'ai pu consulter, 3 impacts ont touché le véhicule de face. Les 3 blessés sont pris en charge sur place, puis le plus grièvement transporté par hélicoptère à l'hôpital de la force Barkhane, en la ville de Gao. Il décédera finalement de ses blessures. Un incident, Kaourou, qui intervient dans un contexte déjà tendu dans le pays. Alors, en effet, le contexte sécuritaire est délétère sur une bonne partie du pays, avec la présence de groupes armés terroristes. Le pays se cherche de plus une nouvelle destinée depuis la prise de pouvoir d'un comité militaire le 18 août dernier. Des journées de concertation sont prévues ce week-end en présence des partis politiques, d'organisations de la société civile et des mouvements signataires des accords d'Alger pour pallier cette situation. L'objectif affiché est d'organiser et se mettre d'accord sur des contours d'une transition de la façon la plus inclusive possible. Kaourou Magassa, merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Bamako. Le chef de l'État guinéen, candidat à sa propre succession. L'annonce, très officielle, a été faite hier soir en plein journal par le directeur de la télévision publique. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Une déclaration du parti au pouvoir, le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Depuis des semaines, la formation politique prépare cette annonce. Début août, Alpha Condé est présent à la convention du parti, lui demandant officiellement de se présenter à un 3e mandat. Dans les bureaux d'une cadre du RPG, l'heure est désormais à la campagne.
Je suis dans la logique qu'on devrait encourager, qu'on pense plus projet de société que changement d'un homme pour le plaisir de changer quelqu'un à la tête d'un État. Et c'est malheureusement cette définition qu'on donne de l'alternance en Afrique. Nous savons que nous sommes désormais dans la 4e République et que cette constitution, contrairement à ce qu'elle était en 2010, est passée par un référendum. Même si la constitution prévoit toujours un maximum de 2 mandats, le référendum de mars dernier, boycotté par l'opposition, remet donc les compteurs à zéro pour le président sortant. Alors, après l'annonce de sa candidature, ses opposants sont vent debout. M. Alpha Condé est lui-même face à ces contradictions et ce qui fait qu'il ne peut pas assumer aujourd'hui devant le peuple de Guinée qu'il veut être ce candidat pour ce 3e mandat et pour insérer une dictature en République de Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution, à l'initiative de précédentes manifestations, promet déjà de mettre en place de nouvelles mobilisations. En Guinée, la présidentielle doit avoir lieu le 18 octobre prochain.